En attendant, nous sommes dans le studio, c'est le Front du lundi, et on accueille 3 représentantes de l'association OSS 2007. Je vais laisser Rico pour la présentation. Voilà, des sourds pas muets, c'est ça qu'on a aujourd'hui, un Front du lundi qui mérite. Alors il y a des explications parce qu'il y a des voix que vous n'allez pas entendre, en tout cas pas directement. Nous avons dans le studio 3 personnes qui s'expriment dans un idiome qui ne s'entend pas, une langue qui se regarde. Il et elle sont signeurs parce qu'il et elle sont sourds. Jacques, Janine et Patrick. Salut. Bonjour, dit Patrick. Bonjour, dit Jacques. Bonjour, dit Janine. Alors du coup vous avez entendu 2 interprètes, il va y avoir Blandine et Bénédicte, là c'est Bénédicte qui a parlé, qui vont retransmettre en son ce que nous avons ici en image et inversement retransmettre en image ce que nous avons nous dans les oreilles. Alors pourquoi faire aujourd'hui une émission de radio avec des sourdes et sur les sourdes ? Parce qu'on entend un peu trop parler des sourds, qu'on n'entend pas trop parler en fait des sourds, et parce que comme toujours en fait en général ce qui sort de la norme nous est présenté sous la forme du manque, de la carence, et nous aimons au Front du lundi trancher avec ce genre de discours. Et il y a aussi des sourds organisés, donc Nico tu l'as dit, des sourds qui se battent pour la culture sourde, pour l'identité sourde, et c'est les 3 personnes qu'on a ici, font donc partie d'OSS 2007, une association dont je cite, le but est d'organiser toute action visant la sauvegarde des sourds dans tous les domaines de leur vie et l'affirmation de leurs valeurs ethniques, culturelles et linguistiques. Alors est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu plus sur cette association ? Patrick. Oui, notre association a pour objectif de montrer comment se passe la vie de la population des sourds grâce à la langue des signes. C'est une vision complètement différente de la vision centrée sur la carence auditive ou des choses comme ça. En fait, nous avons une population, nous sommes très vivants et nous fonctionnons avec la langue des signes qui est essentiellement visuelle. Et bien justement, on va partir là-dessus, sur cette histoire de langue des signes. On va commencer en entendant un enregistrement. On avait fait une rencontre un peu avant cette émission, parce que c'est pour mieux comprendre comment ça se passait, avec les 3 personnes qui sont là aujourd'hui, avec en fait toutes les personnes qui sont là dans le studio. On avait eu une rencontre en amont, et c'était rendu possible encore une fois par la présence des interprètes. Et vous allez entendre justement quelque chose sur la langue des signes. Alors une petite précision, vous allez entendre à chaque prise de parole une indication de qui prend la parole. Lorsque vous entendez Bénédicte ou Blandine, le plus souvent il s'agit de Patrick, Jacques, Janine, une voix vous l'indique. Pour les amis de personnes qui communiquent visuellement et qui doivent se demander comment des personnes qui n'entendent pas pourraient écouter l'émission, une version filmée sera disponible bientôt sur le site internet, et les films aussi, les morceaux de musique sont aussi des clips en langue des signes. Donc on va essayer de mettre tout ça sur le site Le Front du lundi sur canalsud.net pour que les personnes puissent regarder cette émission. C'est une expérimentation. Voilà, c'est une expérimentation. En tout cas, le premier extrait, il raconte justement la question de la langue des signes qui est quand même centrale dans cette affaire. Blandine. Alors pardon, moi je voudrais revenir sur un truc, Jacques, que tu as dit au tout début, et où tu disais que tu réparais des radios et des appareils auditifs. Est-ce que c'était un métier du coup réservé aux sourds ? Jacques. Ah oui. Alors, c'est vrai que j'étais complètement manipulée. J'étais tout jeune, on m'a dit tu vas faire ça, tu vas faire cette formation. Moi, j'avais pas encore formé mon identité de sourd à l'époque. Je savais pas c'était quoi mon avenir. C'était un flou complet. On m'a dit tu vas faire ça. Je suis rentrée là-dedans. J'avais un contrat d'apprentissage. Je suis partie avant la fin du contrat. C'était des stages. Après, je suis rentrée, j'ai eu accès à la langue des signes. Et là, j'ai fait un stage qui concernait cette question. Et là, j'ai pris du recul et ma vie a changé. C'est vrai que je me rappelle que c'était une période très dure. On me disait écoute, parce qu'on avait des appareils pour apprendre à parler. Ça s'appelait un oscilloscope en fait. Donc il fallait savoir régler. Il y avait un réglage avec 1, 2, 3, 4, etc. Ça aidait. C'était en fait c'était pour enregistrer et
Donc moi, il y avait une traduction visuelle du son, en fait. Mais c'est les fréquences. Voilà. Patrick. Et du coup, quand on trouve la langue des signes, c'est une sorte de découverte et de se dire ah mais en fait c'est moi, c'est en lien avec moi. Et la langue des signes, elle est constitutive de moi-même et elle fait partie de ma constitution psychologique, par exemple, de ma construction psychologique. C'est un peu une sorte, c'est mon espèce quoi. Je fais partie de cette espèce-là. La période où on rencontre des sourds et on rencontre la langue des signes, ça nous renverse le monde entier. On se dit, tu veux pas signer en public comme ça, c'est mal poli, il faut pas le faire. Et puis finalement, en fait, on commence à se dire, ah on peut faire ça. Il y a des sourds qui vivent dans la société des entendants, qui signent et tout ça. Et puis en plus, vous êtes intégrés. Et puis en plus, vous travaillez. Moi, on m'a dit qu'il fallait s'adapter, qu'il fallait parler, etc. Enfin, c'est des choses. Enfin, et au fur et à mesure, on rencontre ces gens-là, puis on n'ose pas trop les fréquenter, puis on voit qu'ils rigolent, qu'ils s'amusent, qu'ils passent du bon temps, qu'ils nous invitent, etc. Et c'est une attitude qui a rien à voir avec ce qu'on nous a appris. Et c'est une prise de conscience. Tout à coup, on se dit, bah mince, finalement, on est invité avec ces gens-là. On se dit, oui, mais bon, je vais être exclu de la société, c'est une petite communauté, etc. Et puis en fait, au bout d'un moment, on se dit non mais en fait c'est là ma société et mes échanges sociaux, ma socialisation, elle se fera par là. Janina. Moi c'est pareil, j'ai grandi dans l'oralisme jusqu'à l'âge de 50 ans. Je travaillais à Airbus et à Airbus il y a eu une formation langue des signes organisée. C'est un extérieur qui venait. Puis on m'a dit viens voir, tu vas voir, il y a des cours de langue des signes. J'ai hésité puis j'y suis allée. J'ai participé à ça et là je suis juste tombée des nues en fait. Et là je me suis rendu compte que c'était mon identité qui était claire en fait. Ça m'a permis de m'épanouir, d'exprimer des émotions. Enfin pour moi c'était riche et c'est ça. Et en fait c'est très récent. Rico. Tu en as parlé tout à l'heure, mais quand est-ce que et comment vous avez appris la langue des signes? Patrick. Quand il y a des sourds, on apprend. Voilà, il faut qu'il y ait un sourd, en fait, si tu veux, du coup la langue des signes émerge. Faut qu'il y ait une rencontre entre deux sourds. Parce que si on est tout seul, voilà, ça marche pas, quoi. Donc il faut aussi il y ait un cadre d'enseignement avec où on puisse apprendre la grammaire, la syntaxe. Ça, c'est extrêmement rare que les enfants aient accès à ça, si tu veux, un enseignement sur leur propre langue. Moi-même, avant, j'ai appris dans la cour de récréation, si tu veux, en rencontrant les autres élèves, mais j'avais pas conscience que c'était une langue, j'y pensais pas du tout. Au contraire, en classe, donc la langue qu'on apprenait, c'était le français, il n'y avait qu'une langue, on n'avait pas le droit de signer dans la classe, c'était seulement dehors, dans la cour. Donc là, donc j'ai appris la grammaire et la syntaxe du français. Ça a pris beaucoup de temps. Quand j'ai découvert que la langue des signes était une langue, j'avais 25 ans. Et je l'utilisais depuis un moment. Pour moi, je ne pensais pas qu'il y avait une structure dans cette langue. Voilà, si je rencontrais un petit peu une personne, j'ai rencontré une personne entendante qui était éducateur et qui avait un peu une ouverture d'esprit. C'était un éducateur chef qui adorait la langue des signes, qui m'a expliqué, lui, que la langue des signes avait une structure, qu'elle considérait la question du temps, ah oui, qu'il y avait le singulier et le pluriel. Enfin, tu vois, je te donne des exemples grammaticaux, que tout ça était dans la langue des signes, et c'est un éducateur qui m'a appris ça. Et moi, j'étais scotchée, je ne savais pas, si tu veux. Moi, je signais comme ça, c'était naturel, si tu veux. Mais je n'avais pas idée que j'utilisais une langue. Et beaucoup de sourds vivent comme ça, encore aujourd'hui. Ils signent, si tu veux, mais ils n'ont pas conscience d'utiliser une langue. Pour eux, c'est pour la communication, c'est pour se comprendre, c'est approximatif, ça fonctionne. Mélissa. Tu dis que tu découvres la langue des signes assez tard, pour le coup. Et je me demandais comment ça se passait avant, si en fait c'est l'oralisme tout le temps pour toi, sans langue des signes du tout. Et il y a le travail, mais il y a aussi autour. Janina. Je
suis un petit peu, comment dire, dans ma famille, par exemple, j'ai 2 sœurs sourdes. Ouais. Donc du coup, on signe, mais c'est une sorte de code, en fait. C'est pas vraiment de la langue des signes. C'est un code familial avec de l'oralisme. Mais nous, en fait, la famille, on n'était pas au courant de l'existence de la langue des signes. On ne connaissait pas. Et donc, on était dans notre petit groupe, oralisme, on utilisait la voix. Chacun, voilà, on s'exprimait tous un peu pareil. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Et les signes, c'est vraiment une découverte. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. Dans l'oralisme, il n'y a pas d'émotion. On ne reçoit pas l'émotion. Ça ne donne pas une ouverture. En fait, tu trouves que tu es toujours timide, toujours mal à l'aise. Et les signes, c'est... Avec la découverte des signes, c'est d'un coup une ouverture, une richesse. Tu peux participer à des tas de choses. Avant, tu es toujours coincé, toujours limité. Voilà, en fait, c'est ça, c'est une ouverture. Mélissa. Et tu as parlé jusqu'à ce moment où tu as pu pleinement t'exprimer? Janina. Oui, je parlais, oui. Je parlais avec ma voix, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et les gens me comprenaient plus ou moins, ça dépendait. C'était des familiers qui avaient l'habitude de ma manière de parler, ils me comprenaient. Mais les autres personnes que je connaissais pas, des fois, ils me comprenaient pas, ça dépendait. Ils croyaient que j'étais étrangère, enfin, ça dépendait. Et c'est vraiment un beau cadeau, la langue des signes, quoi. Ça m'a donné une identité. Avant, moi, avant que je découvre la langue des signes, et aujourd'hui, je suis complètement différente. Avant, j'étais timide, réservée, renfermée. Quand par exemple, j'avais envie de participer, je sais pas, à des groupes de théâtre ou que sais-je, des activités, je me disais non mais moi je peux pas participer, j'étais complètement enfermée. Depuis que j'utilise la langue des signes, je peux faire du théâtre, je peux faire plein de trucs. C'est très riche quoi. J'ai accès à tout. Julien. J'ai vaguement une idée de ce que ça veut dire, mais est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est vraiment l'oralisme? Patrick. Oui, c'est une bonne question. La majorité des sourds apprennent à parler. Les rééducateurs qui font ce travail s'appellent des orthophonistes. Leur objectif, c'est d'arriver à faire parler les sourds. Voilà. Dans le réel, en fait, il y a peu de réussite. Les sourds eux-mêmes, pour eux, c'est pas facile d'apprendre à parler, parce qu'en fait, ils n'ont pas le retour. Donc, ils n'ont pas le contrôle sur ce qu'ils émettent. Ça veut dire que, déjà, pour se rappeler par cœur de tous les mots, l'ordre dans la phrase et de ce qui sort, on n'a pas trop une idée. Est-ce que c'est bien ce qu'on a dit? Est-ce que la voix est forte ou faible? On ne sait pas. Ça veut dire que le résultat n'est pas terrible. Il y a des sourds qui arrivent pas si mal à parler quand même, mais ils sont en effort permanent. En fait, toujours ils se disent est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Ils savent pas trop en fait. En fait, ils s'expriment dans une langue qui n'est pas naturelle pour eux. C'est très loin de leur langue naturelle, le fait de parler, quoi. Pour nous, c'est comme si c'était pas une langue, en fait. Le fait de parler, c'est artificiel. Jacques. Et puis, l'oralisme, c'est le monde médical, en fait. C'est une imposition. C'est le monde médical qui nous dit, il faut entendre, il faut faire des efforts, il faut parler. Et ce truc-là se développe et se multiplie. Et en plus, les parents, se disent oh là là, mais alors si moi il faut que j'apprenne la langue des signes, c'est mieux que mon enfant il fasse des efforts. Mon enfant il est différent de moi, je veux que mon enfant il soit comme moi. Allez, vas-y, tu parles. Et donc ils corrigent leurs enfants, ils leur apprennent à parler. C'est le monde médical qui influence les parents, quoi. Ça, il faut le dire, parce que c'est pas les sourds qui poussent à ça, c'est le monde médical. Et voilà, on revient au direct dans le studio de Canal Sud pour le Front du lundi. Donc les mêmes personnes dont vous entendiez les interventions dans ce montage-là se trouvent avec nous et vont réagir. Alors peut-être une première question. Dans ce reportage, on voyait à quel point est-ce que la découverte, l'apprentissage, la rencontre
de cette langue, de la communauté sourde, vous avez permis à Jacques, à Patrick, à Janine, pour des raisons différentes, d'exprimer vos capacités, de vous réaliser. Et pendant le petit montage, là, vous réagissiez en nous disant, par exemple, qu'il y a un sourd qui venait d'obtenir un diplôme. Est-ce que vous pouvez commencer à réagir, nous raconter ce que vous disiez hors antenne ? Oui, tout à fait, dit Patrick. Il y a très peu de temps, un sourd vient d'obtenir un diplôme d'histoire, donc une thèse d'histoire avec félicitations du jury et mention très honorable. Donc il a réussi à atteindre un niveau universitaire assez élevé. Il est lui-même issu d'une famille de sourds depuis 3 générations, et ceci grâce à la langue des signes. Et du coup, on a cette impression-là, peut-être une dernière question, où en fait, quand on parle des sourds muets, qu'on fait parler ou qu'on fait dans la carence, on les assimile souvent à des gens qui sont un peu en retard parce qu'ils ont du mal, et qu'on a l'impression que la langue des signes pallie complètement, en fait, permet d'éclore complètement. Patrick, oui, tout à fait. Nous, les sourds, quand on se vit comme des personnes normales, on se vit pas du tout comme des personnes handicapées. Le problème, c'est que la société, en fait, quotidiennement, nous renvoie à une question à un handicap, au fait qu'on ne sait pas un certain nombre de choses, nous renvoie une image extrêmement dévalorisante. Et pour nous, c'est un combat quotidien que de montrer la valeur de notre langue, la valeur de notre culture, la valeur de notre communauté, qui a une histoire, qui a un réseau mondial extrêmement riche, et nous on se vit d'une manière très différente que le regard qui est porté sur nous par la société. Jacques, en lien avec ce qui vient d'être dit, l'association OSS 2007 a organisé donc le siècle des sourds en marche, et notamment à travers une marche de Paris jusqu'à Milan, pour montrer la valeur de notre histoire, et aussi pour, sur le parcours, sensibiliser les gens aux capacités des sourds. Nous sommes vivants, nous sommes dynamiques grâce à notre langue, et on a donc organisé des rencontres, et en traversant les villages, en fait, on s'est rendu compte qu'on était bien accueillis, que les gens comprenaient tout à fait ce qu'on avait à dire, et donc il faut qu'on organise d'autres événements. On est très content d'être invité à une radio pour diffuser un petit peu toute notre histoire et tout ce qu'on a à dire aujourd'hui. Et du coup, peut-être en dire 2 mots aussi, puisque c'est par ce biais-là que nous nous sommes rencontrés. C'est vrai qu'il y avait eu, suite à cette marche, donc de Paris à Milan, en passant par Lyon, il y a quelques mois, vous aviez souhaité prolonger cette marche en venant à la rencontre d'entendants et de sourds, des publics mélangés, des publics mixtes, et c'est cette occasion qu'on s'était rencontrés. Donc il y avait déjà de votre part la recherche peut-être de rencontres sur les moyens de lutter, peut-être aussi un moyen d'enrichir ce que vous nous dites là. C'est la raison de votre présence. Je dis ça, c'est peut-être pour introduire... J'introduis la suite La suite sur l'identité sourde. Voilà. En fait, du coup. Voilà. Ouais. Et bien donc un nouveau montage. Un nouveau montage. Rico. C'est quoi une identité sourde ? Jacques. Alors, c'est comme une identité française. Non, c'est pas ça. L'identité, c'est pas comme si on avait 2 cartes d'identité, une carte d'identité nationale, républicaine, etc. La définition, c'est savoir qui on est, quelle est notre place dans le monde, où est-ce qu'on est à l'aise, on grandit, on rencontre des gens, on se sent bien à sa place. Avec les sourds, et si tu veux, on est fiers d'être sourds, fiers de connaître la langue des signes, fiers de la montrer, voilà, fiers de la défendre. On n'est pas dans une place où on se dit je suis un sourd parlant, je connais un peu la langue des signes, je parle, est-ce que je suis pas vraiment sourd? Oui, non. Identité de sourd, ça veut dire qu'on reconnaît une histoire, on reconnaît une culture de sourd, et on l'a choisi en fait, si tu veux. On crée son identité et on est fier d'être sourd et de montrer sa langue, et on est heureux comme ça, on envisage un avenir, on se construit dans le visuel et par la langue des signes.
C'est ça une identité de sourd, quoi. Patrick, C'est vrai que la majorité des gens pensent pas j'ai une identité d'entendant. On se dit j'ai une identité de femme, je suis féministe par exemple, ou je subis une oppression et je vais revendiquer quelque chose par rapport à cette oppression. Parce qu'on a l'impression de subir un effacement de notre identité propre en fait. Et pour la majorité des personnes sourdes, on a vécu des situations où on était un peu dans la confusion de qui on est en fait. Parce que on ne se voyait pas ailleurs qu'en nous-mêmes en fait, on était effacés en quelque sorte en tant qu'identité. Parce que souvent on a grandi dans l'oralisme, la langue des signes était interdite, et du coup on est comme des enfants perdus un peu. Enfin, cette identité-là, elle est quelque part perdue. Jacques, Par exemple, à l'école, dans l'éducation, on nous apprenait à parler. On avait une école pour apprendre à parler. C'était ça l'objectif de l'école. Les connaissances, l'histoire, le français, etc., on en avait très peu. La majorité de nos cours consistaient à apprendre à parler, à apprendre à écouter, quoi. Patrick, Le réveil sourd, ça a été le fait de se dire, en fait, on est là, on est vivant et on est unique. En fait, on n'a pas disparu. Notre âme, elle n'est pas perdue en quelque sorte. Jacques, Et au départ, on se dit pas mon identité, c'est ça. C'est qu'au fur et à mesure, parfois, par exemple, il y a des personnes qui ont un appareil, et puis on le cache, un appareil auditif, et puis on le cache avec ses cheveux parce que c'est gênant, on ne veut pas le montrer aux autres personnes sourdes. Et puis on dit je t'entends pas bien, par exemple, aux autres personnes entendantes, on dit ça. Et puis après, on dit mais t'es français ou t'es étranger? Alors là, on essaie d'entourlouper la personne, on essaie de cacher toujours ce qu'on est. Et du coup, on sait pas ce qu'on est, nous-mêmes. Parce qu'on passe notre temps à essayer de cacher ça. Et c'est pas facile de louvoyer entre toutes ces idées-là. Et puis d'un coup, on voit des gens qui s'expriment en langue des signes, c'est hyper visuel, ça se voit, c'est clair. Alors que nous, on passe notre temps à se cacher, quoi. Et eux, ça se voit. Et au final, petit à petit, on participe à des associations, à des rencontres, il y a des personnes étrangères qui arrivent, des sourds qui viennent de l'étranger, qui amènent une autre langue des signes, des sourds qui font des conférences, des sourds qui se bougent, des sourds qui organisent des trucs et qui revendiquent cette langue des signes, quoi. Et finalement, en fait, tout ce qu'on s'était imaginé tombe à l'eau, quoi. Et on se dit, mais est-ce que je continue dans le monde de l'oralisme à essayer de me réparer l'oreille, à essayer d'avoir l'appareil auditif le plus performant, ou est-ce que je choisis autre chose? Et en fait, c'est ce choix d'autre chose qui fait son identité, on est bien dans sa peau. C'est pas contre tout le monde qu'on a vécu avant, mais c'est juste notre socialisation et pouvoir le montrer et pouvoir participer à la société et arrêter les sacrifices, arrêter d'essayer de faire comme tout le monde et juste évoluer comme ça, quoi. Janina. C'est pour ça que je participe à ce groupe et à cette marche de Paris à Milan. C'est, comment dire, pour moi, c'est une manière de rentrer, de participer à tout ça et de me dire que je suis... Enfin, que la langue des signes est importante. Voilà, ça montre l'importance pour moi de la langue des signes, quoi. Jacques. Et aussi, c'est une prise de conscience que aussi la communauté des sourds, elle est fragile et qu'il faut rentrer dedans, la soutenir, participer, agir et se dire, bah, c'est ça ma communauté, c'est une belle communauté, elle est fragile mais elle est riche, elle doit faire passer l'information par radio, par des textes, par toutes sortes de moyens. Il faut la montrer, il faut expliquer ce que c'est que cette identité, qu'est-ce que c'est que cette langue, qu'est-ce que c'est que cette culture, qu'est-ce que c'est que l'humour, le sexe chez les sourds et tout ça. Enfin, c'est une prise de conscience qu'il faut la défendre aussi. Jacques. Pour une personne, pour définir son identité, souvent une personne peut se dire bah moi c'est mon histoire, ma culture, et ça c'est mon identité du coup. Ça vient d'une histoire et d'une culture. Pour les sourds, on dit bah c'est quoi ton identité? Et du coup, c'est souvent des gens qui n'ont pas appris l'histoire de la langue des signes, des sourds, etc. Et de l'argot, etc., de la culture sourde, de la culture populaire sourde, etc. Et ça, il y a très peu dans les livres, par exemple. Et c'est vrai que la découverte de ce monde-là, ça permet de se définir une identité. C'est pas une évaluation où on va dire toi t'es sourd parce qu'on te donne ce passeport-là. Patrick.
Je pourrais rajouter que la société, donc ce sont les entendants, et nous on est séparés, comment dire, on est différents, parce que quotidiennement on est dans des chocs culturels avec des gens qui sont dans le son. Nous on est dans l'image, dans la langue des signes. Les gens ils sont complètement fascinés par le son. Parfois c'est énervant. Nous on n'est pas une oreille en fait, on n'est pas réduit à une oreille. En fait, les gens sont obsédés par cette histoire d'oreilles. Ils nous voient, comment dire, comme soit des oreilles déficientes, soit comme une bouche déficiente. Et ça, c'est vraiment un énorme combat, quoi, à mener. Nous, on utilise la langue des signes, on est à l'aise avec ça. C'est notre identité. Et on a peur de perdre notre identité. C'est pas facile de garder son identité quand on est dans le monde des entendants. Et si tu veux, le monde des sourds, pour nous, c'est comme une ressource, quoi. C'est là la vie, c'est là que surgit la vie. On dit que les sourds ont le choix donc d'avoir une identité sourde ou de s'effacer et de rentrer dans le monde des entendants et de fonctionner dans un à peu près, de s'adapter à la norme et d'essayer. Il y a beaucoup de sourds qui font ce choix. Hein. Nous, c'est pas facile en fait de dire moi je suis sourd et je suis signeur, parce que quelle place tu as dans la société? C'est difficile. Rico. Du coup, la langue des signes, on a toujours cette espèce d'image, c'est à parler avec les mains. Et en fait, moi j'ai l'impression à vous regarder, et puis en regardant d'autres personnes depuis un moment où c'est vraiment tout le corps qui bouge, notamment les yeux, etc., les sourcils, les muscles du visage, etc. Patrick. Oui, tu vois, avec les yeux, c'est très fin ce qu'on peut saisir de subtilité. T'as des bonnes lunettes en fait, hein. T'as capté pas mal de nuances déjà. Il y a les expressions du visage, si tu veux, ce qui remplace un peu l'intonation de la voix. Tu vois, ça donne aussi les voix, tu vois, t'as les voix de femmes, les voix d'hommes. C'est aussi, ça va avec le caractère, l'expression du visage, l'expression du corps. Ça t'as pu le remarquer. Hein. Jacques. Et aussi quand on parle, c'est linéaire en fait, quand on parle, c'est un mot après l'autre. Hein. Donc la langue des signes, en fait, t'as plusieurs choses qui s'expriment en même temps. T'as l'expression du visage, le mouvement du corps, tout ça est synthétisé en même temps. Alors que la langue vocale est linéaire, une chose après l'autre. En langue des signes, en même temps, on peut faire plusieurs choses. Tu vois, je conduis là par exemple, je suis en train de conduire. Et tu vois, avec ma bouche, je fais comme ça. Ça renvoie, voilà, à quelque chose. Par exemple, je peux mettre la voiture là comme ça. Elle est synthétisée comme ça, ma voiture, elle se déplace. Et avec ma bouche, je montre le déplacement de la voiture, si tu veux. Et puis j'ai aussi une orientation de ma main. Et puis il y a un arbre là qui arrive. Et la voiture, bam, elle va arriver dans l'arbre. Et tu vois, avec mon visage, j'ai une expression qui montre l'accident. Autre exemple. Par exemple, un ballon. Un ballon qui tombe sur la tête. Bon, le ballon, comment il est gros comment le ballon? Ouah, il est très gros, par exemple. Tu vois, avec mon expression du visage, je renvoie. D'abord, je montre où est-ce qu'il tombe, s'il est très lourd ou pas. Et avec mon visage, en fait, ça montre. Tu vois, ça répond à plein de questions. Il y a plein. Moi, en une fois, toi, tu vas dire une phrase à rallonge. Moi, en un geste, je vais dire si c'est un petit ballon qui me tombe sur l'épaule, ou bien c'était un énorme ballon qui rebondit sur ma tête et qui m'assomme à moitié. Et tu vois, en une image synthétique, tu vois. C'est hyper balèze la langue des signes, c'est hyper balèze. Je vais prendre le relais. Je prends le relais. Jacques. Et donc, enfin, c'est du théâtre un petit peu, c'est du mime, c'est de la communication avec les mains. On rencontre des personnes de niveau social assez élevé qui ont un comportement propre, qui ont une attitude normative, et dès qu'on va dans ces mondes-là et où on donne des cours par exemple à des cadres, etc., où on essaye de dire non, exprimez-vous avec votre corps, essayez de vous exprimer avec vos yeux, de vous regarder, d'avoir une attitude, etc. En fait,
quand on vient directement, nous, en tant que sourds, face à ces gens-là qui sont au niveau social plus élevé et à qui on fait des mimes comme ça, les gens se retrouvent un peu le cul sur leur chaise et se dire oh là, mais comment il fait celui-là il me donne plein de choses en fait. Un bateau, comment faire un bateau, et puis ils se mettent à parler comme ça et on leur dit non mais faites avec votre corps et tout ça et là on leur montre et finalement les gens ils se disent ah bon en fait on leur donne plein de trucs qui sont hyper intéressants que eux n'osent pas utiliser quoi et c'est des gens qui sont hyper maladroits, plus ils sont hauts dans le niveau social, plus on dit mais comment on t'exprime des chiffres avec le corps et ils sont là les mains dans les poches, ils sont là je sais pas quoi et on est là mais sors les mains de tes poches quoi, bouge-toi, bouge ton corps et tout ça quoi. Et par exemple en Afrique, au Maroc, au Maghreb, voilà, c'est des gens qui parlent tout le temps avec leurs mains, avec leur corps, avec eux on est hyper à l'aise quoi, où on leur dit des trucs en mime, en langue des signes et tout ça, et on communique bien. Si on est en oralisant, je veux dire, c'est impossible de communiquer avec eux, quoi. Alors que en montrant des choses, les gens ils sont hyper à l'aise, quoi. Ils arrivent à exprimer plein de choses. Et puis toucher, le toucher, je veux dire, on se dit oh là là, il m'a touché, que s'est-il passé? Mais pourquoi on me touche? C'est des... Voilà, et puis d'un coup, on se dit, oh là là, on rougit, oh là là, mais non, mais je t'ai juste touché la main pour t'appeler, ça va, et puis voilà, et puis on va taper partout, et puis, je veux dire, on va exprimer les choses, on va bouger, on va se montrer, et les gens sont surpris, gênés, c'est de la communication, en fait, qui est jolie, quoi, c'est... Mais c'est ce que tu dis, ça me fait penser que, en fait, les gens qui s'expriment encore beaucoup avec leur corps, c'est les gens qui sont socialement les plus bas en fait. Par exemple les voyous, ils ont plein de codes physiques. Tu vois, plus tu es dans le peuple et plus tu parles avec tes mains en fait. J'ai l'impression qu'il y a ça. Et plus tu es civilisé et moins tu as le droit de t'exprimer avec ton corps, quoi. Si quand je dis civilisé, on apprend quand on est petit à ne pas montrer du doigt, à ne pas faire de grimaces. On nous contraint nos corps de manière très forte. Enfin, moi j'ai appris ça, quoi. Mais moi je sais pas, je sais que je pourrais dire à combien, en tout cas la langue des signes, elle m'a apporté à moi, donc entendante, qui était extrêmement timide et sauvage, que je n'osais pas m'exprimer devant les gens. Et en fait, rien que de participer à un cours de langue des signes, tout le monde est assis en rond et tu dois t'exprimer pour montrer que tu es un lion ou une girafe ou je ne sais quoi. Enfin, faire toutes sortes de trucs complètement dingues et ça te décoince, mais ouais, ça apporte beaucoup, quoi. Et c'est vrai que tu retrouves là-dedans quelque chose qui est fondamentalement humain. Oui, on sait, on a ça en nous en fait. Jacques. Moi ce que j'ai remarqué c'est que c'est quand même souvent les sourds qui font l'effort d'aller vers les entendants. Les sourds, ils essayent de rentrer dans ce monde-là, ils essayent de montrer que c'est possible. Et à l'inverse, il y a peu le mouvement inverse quand même. Enfin, je sais pas, faudrait te poser la question, mais moi, c'est un peu ce que je vis au jour le jour. Quand on explique des choses, après, les gens viennent. Mais il faut d'abord faire le premier pas, quoi. Patrick. Les entendants, ils regardent ça en se disant c'est bizarre, les sourds, ils veulent garder le monde des sourds. Mais c'est quand même un handicap, c'est quand même bizarre. Mais pour nous, c'est pas ça. Pour nous, la langue des signes, c'est beau, ça a une énorme valeur. C'est, je sais pas comment dire, c'est magique la langue des signes. Depuis qu'il y a eu une politique d'implant et qu'il y a eu beaucoup de publicité sur la question de l'implant, la langue des signes est complètement mise de côté du point de vue de l'enseignement, quoi. Là, on se fait un gros souci, on a peur que les sourds disparaissent, en fait, si tu veux. Le patrimoine linguistique de la langue des signes, avant, il était dans les écoles. Il se diffusait comme ça. Mais à l'avenir, ça va être comment, quoi? C'est vraiment une grosse question. Jacques. Nous, on a créé des classes bilingues depuis 84 à Poitiers. Ça a été créé en 85 à Toulouse. Donc on va bientôt fêter les 30 ans de ces classes-là, bilingues. Ça va de la maternelle jusqu'au bac, classe bilingue à tous les niveaux. Dans une école classique où il y a un groupe de sourds, qui y a une classe spécifique qui est dans des écoles, collèges, lycées classiques, mais qui a un enseignement direct en langue des signes ou avec un interprète, mais l'enseignement se fait en langue des signes.
et français écrit. Et en fait, le résultat, c'est des sourds qui sortent avec des métiers de haut niveau, qui sont responsables, gérants, informaticiens, enseignants, artistes, enfin bon, plein de métiers différents. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, un sourd qui sortait de l'école, il pouvait être quoi il avait forcément des métiers manuels, quoi. Il était cordonnier ou plombier, mais il n'y avait aucun ingénieur. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des sourds qui sont dans la création, qui sont directeurs, qui sont journalistes, qui sont traducteurs, et ça vient de la création des classes bilingues, quoi. Alors qu'il y a un très faible pourcentage, je crois que c'est 8%, 8-10% des élèves sourds qui sont scolarisés en langue des signes. Donc tout le reste des enfants sourds sont scolarisés dans des écoles en intégration, alors qu'on a des preuves, des résultats, je veux dire. On pourrait diffuser ces résultats et dire voilà, la réussite elle est là, et en fait c'est pas ça qu'on entend. C'est pas ça que la majorité entend, quoi. Je rêve, si tu veux, que les enfants sourds aient un programme d'enseignement de la langue des signes. Je sais pas comment dire, ça me paraît très normal, enfin, des cours sur leur propre langue. Patrick. Donc il faut que aussi il y ait un cadre d'enseignement où on puisse apprendre la grammaire, la syntaxe. Ça c'est extrêmement rare que les enfants aient accès à ça. Jacques. Bon, on fait beaucoup de choses sur les langues minoritaires, par exemple la langue d'oc, mais c'est des langues secondaires dans l'enseignement. On enseigne d'abord le français et ensuite la langue d'oc. Alors que la LSF c'est la langue première, c'est la langue vitale des sourds. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on est bloqué dans l'apprentissage même du français. Notre langue vitale, notre langue naturelle, c'est la langue des signes. Mais c'est pour ça qu'on revendique qu'elle soit inscrite dans la Constitution, parce qu'on ne veut pas qu'elle appartienne au domaine du handicap. Et il faut finalement qu'on se batte contre cette loi. Et la loi 2005, c'est juste quelque chose d'accessibilité. Nous, notre langue, nous on veut qu'elle soit dans tous les ministères, pas dans le ministère du handicap, que ce soit juste dans tous les autres domaines de la vie. Que ce soit dans l'éducation nationale, que la langue des signes puisse être une langue première. Patrick. J'ai géré moi-même un centre de formation il y a quelques temps et donc je cherchais des financements. Donc j'ai rencontré un certain nombre de personnes de l'administration. Ça c'est vraiment typique de la France. Alors à chaque fois que je rencontrais des gens qui disaient qu'ils étaient importants, ils connaissaient rien au monde des sourds, donc il fallait expliquer, réexpliquer, revenir à zéro, tout expliquer de A jusqu'à Z. Bon. En Suède, donc j'ai rencontré un académicien suédois. J'avais déjà rencontré un certain nombre de gens, donc je prépare mon explication, etc. Et tout ce que j'avais à dire, en fait, ils disaient, mais oui, je sais, tout sur le monde des sourds, ils connaissaient. Ils connaissaient le nom du président de la fédération des sourds suédois, etc. Rien à voir avec la France, quoi. On est vraiment très très loin. En Suède, le monde des entendants est assez au courant de ce qui se passe dans la communauté des sourds. Il n'y a pas de choc culturel comme on peut trouver ici. Si on rentre dans un magasin en Suède, il y a quelqu'un qui vient vous voir et on dit ben voilà, j'entends pas. Et les gens répondent en langue des signes, ils s'adaptent. En fait, les gens n'ont pas peur des sourds en Suède. Les pays scandinaves, par rapport à la communauté des sourds, sont quand même pas mal avancés. Et puis les États-Unis aussi. Aux États-Unis, bon, ça dépend un petit peu des États, hein, mais quand même, il y a des avancées. Par exemple, du côté de Washington, il y a une université qui s'appelle Gallaudet, dans laquelle il y a 3000 sourds étudiants. Et donc, tout se passe en langue des signes dans cette université. Donc là, c'est quand même très avancé. Jacques. Dans les différentes langues orales, donc en anglais, en espagnol, en allemand, etc., souvent, on parle de la langue pour dire la langue. Nous, on dit la langue des signes, mais nous, ça n'a rien à voir avec l'organe de la langue. Nous, on s'en fout de l'organe de la langue. Nous, c'est les mains, en fait. Alors, comment on pourrait dire tu vois, toutes les langues orales, mais la langue des signes française, c'est un drôle de mot, finalement, parce qu'il renvoie à l'organe de la langue. Et il y a une espèce de flou là-dessus. Blandine. J'ai une définition du mot idiome. Pour mon ami interprète. Elle est parfaite, hein. Non. Voilà. Premièrement, j'écoute. Ouais, parce que à la fin, ça va être facile.
Ensemble des moyens d'expression d'une communauté correspondant à un mode de pensée spécifique. Waouh! C'est parfait. Yes! C'est parfait ça. Alors, C'est ça. on recommence. Ensemble des moyens d'expression d'une communauté correspondant à un mode de pensée spécifique. Patrick, Moi j'ai une question quand même pour vous. Ah! Parce que nous, enfin moi, sur le mot de vocabulaire par exemple, je l'écris avec une majuscule, sourd, et je refuse d'avoir cette écriture de sourd avec un S minuscule. Parce que c'est pas lié à l'audition, pour moi c'est lié à la culture d'être sourd. Enfin, pour moi c'est pas le mot sourd qui renvoie à l'audition. Est-ce que vous auriez une autre idée de mot pour désigner les sourds qui renverraient pas à l'audition ? Heureuse des bourgeois, Catherine Bourgeon, aucune chambre gèle, ils sont fiers et contents, ce pigeon est aimé, 3 jours par chaque jour, ça lui suffit, c'est que l'amour d'un printemps, chacun aura toujours, béni sa destinée, il convient le moment, mourir, il faut voir, ce que j'ai non peur, de la vie je suis belle, je peux pris de ma mère, et j'ai pris mon devoir, elle a fait son devoir, le calme court, Voilà, vous êtes toujours à l'écoute du Front du lundi sur Canal Sud. On retrouve nos amis d'OSS 2007. Alors, ce qu'on vient d'écouter, peut-être 2 mots, on passe de temps en temps ça, c'est le groupe local Les Brassens Not Dead. On a choisi ce morceau pour, en dehors de ses qualités artistiques, pour une raison supplémentaire. C'est que ce groupe a fait le choix depuis de nombreuses années de faire signer ses chansons sur scène. Donc on retrouve dans un certain nombre des concerts des Brassens Not Dead des gens qui interprètent en chant-signe, donc comme une autre voix, qui interprètent la plupart des chansons du répertoire. Alors c'est une particularité locale, on en a déjà causé, il y a une chorale qui fait ça aussi. Voilà, vous retrouverez les personnes sourdes qui le font. Et ce sont des personnes sourdes ou malentendantes qui le font. Alors on revient avec nos invités, et peut-être pour relancer le montage qu'on avait écouté avant le morceau de musique, laisser en suspens une question. Est-ce qu'il y aurait d'autres mots que le mot sourd? Pourquoi est-ce qu'il vous gêne? Est-ce qu'entre-temps vous avez trouvé quelque chose de plus positif pour vous définir? Voilà, le mot sourd. Patrick. Donc le mot sourd, souvent, en fait, il renvoie au fait de ne pas entendre, pour les entendants.
pour nous, on pense pas à l'oreille. Enfin, c'est voilà, on vit en langue des signes. Et donc, c'est un petit peu un choc entre les deux mondes. Et nous, on aurait envie peut-être d'avoir un autre mot qui soit en lien avec la langue des signes pour nous définir, et en lien aussi avec notre culture, avec l'idée que peut-être ça pourrait changer le regard que les gens portent sur nous. Donc, aujourd'hui, il n'existe pas d'autre mot que celui-là, il y a seulement le mot sourd. J'ai entendu aussi qu'on faisait une distinction entre sourd avec minuscule et sourd avec majuscule. Comme quoi sourd avec une minuscule était plus dépréciatif que sourd avec une majuscule. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Oui, dit Patrick. À l'écrit, c'est vrai que c'est assez visible. On peut changer donc la manière de l'écrire. Nous, on met un S majuscule pour signifier que c'est pour valoriser le sens du mot, pour dire que ça renvoie à une culture et ça laisse une trace écrite en plus. Et donc, ça renvoie à la langue et à la culture. Alors, à l'oral, quand on utilise le mot, bien sûr, il n'y a pas de différence. C'est seulement à l'écrit qu'on peut voir une différence qui renvoie à une signification différente. Et un peu dans le montage qu'on avait, un peu ce qu'on a vu, hein, et un peu tous les montages qu'on a fait tourner autour de ça, et la discussion qu'on a eu tourner autour de ça, comme si c'était le signe, le fait de signer qui faisait la différence et qui faisait le lien dans la communauté sourde. Est-ce que vous avez l'impression que ça serait suffisant de dire signeur ou signeuse, par exemple ? Et si ça ne l'est pas, pourquoi ? Patrick. Oui. Signeur, c'est une personne qui s'exprime effectivement à la langue des signes. En langue des signes, c'est souvent on renvoie, à la parole, au son. Et donc effectivement, nous, notre expression, elle est visuelle, elle renvoie à la langue des signes. Donc oui. La langue des signes, elle renvoie simplement, elle permet une égalité dans l'échange avec toutes les autres langues. C'est la langue qui nous permet de rentrer dans le monde. En fait, les gens pensent en général que la langue des signes favorise le fait pour les sourds de rester dans une sorte de ghetto. Et en fait, pour nous, c'est au contraire, ça nous ouvre des perspectives, ça nous permet de nous rapprocher des entendants. C'est important de le dire, parce qu'en fait, quand on est dans notre éducation, quand on était petit, on nous disait c'est important que vous parliez pour vous adapter au monde des entendants. Et vous allez vous rapprocher du monde des entendants. Et en fait, le résultat, c'est le contraire, c'est que on est forcé, c'est pas naturel et ça nous exclut au contraire, en fait. Donc, grâce à la langue des signes, on sent qu'il n'y a pas de différence, c'est juste des langues et des cultures différentes, quoi. Et vous pouvez venir à la radio. En lien avec ça, dit Jacques, il y a de plus en plus de cours de langue des signes, plein de gens s'inscrivent pour apprendre la langue des signes, il y a plein de gens qui savent dire bonjour, ça va, demain. Dans les magasins, par exemple, ça peut arriver que des gens, en fait, saisissent ce qu'on veut dire. Et voilà, c'est important aussi de diffuser cette langue, ça permet d'avancer et d'évoluer. Et je peux y aller ? Oui. Alors, peut-être deux mots, mais je vous compléterai si vous pensez que c'est nécessaire. Mais c'est vrai que sur Toulouse, donc vous évoquez des cours de langue des signes. Il y a même des filières. C'est-à-dire, il y a une école. Je dis ça si parmi nos auditeurs, nos auditrices, il y en a que le sujet intéresse. Il y a des écoles, il y a toute la filière, des écoles, des collèges, des lycées, dans lesquels il est possible de suivre des enseignements comme ça. Vous nous avez expliqué que en France, il y a même récemment là des sourds qui peuvent obtenir des diplômes. Ça va jusqu'à la thèse, et dans le montage qu'on avait fait précédemment, il était question de la Suède. Alors le Suède, je ne sais pas s'il faut poser la question, est-ce que c'est le paradis des sourds ? En tout cas, sur votre site internet, on voit quelques vidéos de messages de soutien d'autres écoles à travers le monde, aux États-Unis, et je me souviens, on n'a pas gardé dans le montage, j'essaie de poser ma question clairement. Dans le montage, vous nous racontiez qu'une fois que vous étiez allé en Suède, c'est toi, Jacques, à qui c'était arrivé. Tu étais allé en Suède et tu avais été surpris de l'importance de la connaissance de la culture sourde. C'est moi, dit Patrick. Pardon. Est-ce que tu peux nous en revenir sur cette expérience ? Oui.
En Suède, donc je suis allée il y a un certain temps. En fait, le gouvernement a reconnu la langue des signes. Ça fait déjà pas mal d'années. La France est extrêmement en retard à cet égard. Notamment, alors la loi de 2005 a inscrit la langue des signes dans la loi, mais en Suède, le gouvernement a demandé à ce que les enfants bénéficient d'un enseignement de la langue des signes sur la langue des signes. Ça, c'est vraiment, ça date de beaucoup d'années. Et en fait, les sourds rentrent à l'université, ont des niveaux de diplôme assez élevés. C'est vrai que nous, les sourds, ici en France, quand on regarde la Suède, on se dit c'est un petit peu la perfection. Aux États-Unis également, pas dans tous les États, mais un certain nombre d'États quand même, les enfants suivent des cursus complets jusqu'à l'université en langue des signes. Alors, du coup, on arrive un peu à la fin de cette émission qui se veut quand même une première émission parce qu'on est resté, alors effectivement, on commence à parler qu'il peut y avoir des politiques différentes vis-à-vis de la langue des signes hein, qui peuvent favoriser le développement, donc du coup, l'existence même des personnes sourdes, l'existence dans le sens de leur vie, comment elle se déroule, comment elle va plus ou moins bien se dérouler et en fait du coup ce qu'on a laissé un peu de côté pour une prochaine émission et peut-être on va commencer à y toucher un petit peu parce que vous l'avez dit au début au OSS 2007 vous avez fait une marche de Paris à Milan en passant par Lyon et c'est un retour vers l'oppression en fait qu'ont subi les sourds parce que on a voulu là maintenant on reconnaît plus ou moins la langue des signes, il y a des gens qui apprennent mais on l'a interdit très longtemps et en fait il y a aussi des choses qui menacent très clairement la communauté sourde. Alors peut-être on peut en dire deux mots juste en introduction un peu de la prochaine émission, finir là-dessus parce que quand même on a bien vu qu'il y a une vraie communauté sourde, il y a une vraie culture sourde, il y a un vrai idiome des personnes sourdes, mais il y a aussi des vraies attaques et puis bon voilà pour mettre un peu semer les graines de la prochaine émission. Patrick. Oui, c'est exact que le groupe OSS 2007 s'est battu, a organisé donc cette marche également de Paris à Milan. L'objectif de cette action était d'avertir un petit peu les gens sur l'histoire des sourds qui était extrêmement traumatisante, notamment au moment du congrès de Milan, hein, qui a voulu effacer la communauté sourde. En fait, ce sont les experts de l'éducation des sourds qui ont, en 1880, décidé d'interdire la langue des signes et les sourds ont beaucoup souffert de ces décisions jusqu'en 1980 où il y a eu une période qu'on appelle le réveil des sourds où les sourds se sont dit mais on a une langue, on a été opprimés pendant 100 ans, on a une culture et on voudrait nous demander au gouvernement de reconnaître que cette décision a été extrêmement pénalisante pour le peuple sourd. D'accord, alors effectivement, l'émission approche de plus en plus de sa fin. Dans une prochaine émission, il y a on va dire une technique qui vous a particulièrement fait réagir. C'est la pratique de l'implant, ce qu'on appelle l'implant cochléaire, et tout autour les dispositifs médicaux de dépistage obligatoire, d'information. Alors évidemment, quand c'est dans la bouche de ceux qui le préconisent, tout est très positif. C'est de l'information aux parents, c'est pour le bien des enfants. Et effectivement, dans une prochaine émission, on parlera peut-être des épisodes des aléas de la LSF, de son interdiction. On parlera aussi du pouvoir médical et pourquoi est-ce que vous battez contre quelque chose qui semble peut-être pas évident aux gens qui nous écoutent. Pourquoi est-ce que vous êtes contre la mise en place de ces implants, sachant évidemment que vous avez, on l'aura bien compris, trouvé d'autres manières de vous exprimer que cette imposition technique là. Alors voilà, nous on voulait dans cette première émission pas du tout nous focaliser sur cette question de l'implant. Quand on s'est rencontrés, c'est ce qui était sorti. En fait, on s'était rendu compte dans l'échange que, en fait, peut-être on gagnait à d'abord comprendre comment vous en étiez arrivé à la LSF et à vos réflexions sur la communauté sourde. Vous avez envie de rajouter ?
des choses avant qu'on rende l'antenne pour cette première émission? Je pourrais dire un mot, dit Patrice, c'est que les sourds souhaitent que les entendants ouvrent leur esprit, nous posent des questions, soient curieux. Nous, on est toujours contents d'informer les gens. Malheureusement, les occasions sont rares de diffuser de l'information sur la communauté des sourds. Vraiment, merci beaucoup à Canal Sud, de nous avoir invités. Pour nous, c'est une chance. On est très content d'avoir été ici aujourd'hui. Jacques, le 15 décembre, donc nous sommes le 15, le 25 décembre, il y aura un Père Noël sourd qui sera à Toulouse. Ne dites rien aux enfants. Hein. Mais il sera où à Toulouse? À Toulouse, c'est une association à Ramonville qui organise un Noël pour les enfants. Donc les enfants, ouvrent les cadeaux ce jour-là, etc. Donc ça va être diffusé sur Internet pour les petits enfants qui croient au Père Noël et voilà, pour leur faire plaisir. Eh ben, on part sur une bonne touche d'espoir en tout cas là-dessus. Et par contre, on va se retrouver donc dans une prochaine émission. La date on l'a pas encore parce qu'on va fonctionner comme on a fonctionné là, à se voir, à essayer de défricher les choses et puis à travailler là-dessus sur qu'est-ce qui menace la communauté sourde, les sourds et peut-être on va parler technique, on va parler oralisme encore une fois et on va parler de tout ça en essayant de développer. Ce sera la deuxième émission mixte donc avec des entendants et des personnes sourdes. Voilà, tous les liens qui ont été donnés dans cette émission, tant dans cette heure avec OSS 2007 que dans la première demi-heure avec les collègues et camarades du Collège Bellefontaine, vous retrouverez les liens et les informations sur le site du Front du Lundi. On se retrouve quand? On se retrouve peut-être après, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année prochaine. Et quand même un dernier petit mot pour quand même deux interprètes qui prennent part complètement à cette émission, mais qui ne sont pas en général dans le Front du Lundi, donc Bénédicte et Blandine, parce que c'est grâce à elles qu'on fait aussi cette émission, quoi. Voilà. Donc des voix qu'on n'entend pas, il y en a une troisième, on l'oubliera jamais, c'est Julien qui est derrière nous, qui assure toute la partie technique, une émission très très technique aujourd'hui avec des lampes, des caméras, tout ça. Bravo. C'est fini. À l'année prochaine.